nous allons avoir en duplex Julien Lassalle, chef du service surveillance des moyens de paiement scripturaux. Donc Julien de la Banque de France. Julien n'est pas un habitué, mais son titre est un habitué de l'Axel, puisque... Où tu veux, là, très bien. Puisqu'effectivement, j'ai eu à plusieurs reprises reçu ici les différents responsables du service surveillance des moyens de paiement scripturaux, qui est un organe très important à la Banque de France sur les sujets dont on traite ici. Et puis François Sonins, Payment Innovation Manager chez Air France. Alors, pourquoi Air France? Non, pas parce que le travail a des problèmes aujourd'hui, mais parce que dans le Comité national stratégie paiement dont nous allons parler ce matin, François représente la demande. Hein, si vous voulez, il y a l'offre et la demande. Ici, à l'Axel, on a beaucoup parlé de l'offre ce matin. Donc, j'ai juste demandé à François de se joindre à nous. Comme ça, à eux deux, ils vont essayer de nous expliquer en moins de temps que nous n'avions prévu au départ. Nous allons prendre environ 40 minutes ensemble, questions incluses au lieu de 45. Hein, on va essayer de tenir dans ce timing. Et éventuellement, les pitchs seront peut-être décalés en fin de session. On adaptera au fil de l'eau en fonction de vos questions. Donc, l'idée sera effectivement que vous nous présentiez qu'est-ce que c'est que le Comité national de stratégie paiement, ça sert à quoi, ça fait quoi, et puis des sujets très concrets, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des différents acteurs qui sont là. Et puis j'ai quelques questions, bien sûr, et j'espère qu'il y en aura de tout aussi nombreuses que tout à l'heure. Pour nous aider, s'il vous plaît, posez-les dès maintenant. Comme ça, on les a, et si, dans le cadre de la discussion, elles sont répondues, quelqu'un se chargera de les traiter en répondu pour moi, mais on ira beaucoup plus vite. Julien, la parole est à toi. Donc je te laisse peut-être présenter d'abord qui tu es, le service, et très rapidement, je crois qu'ils vont passer le slide à l'écran pour que tu puisses présenter le sujet. Et bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est assez déroutant comme exercice devant une salle complètement vide, mais je sais que vous êtes nombreux à distance. Donc je représente effectivement la Banque de France, donc je suis chef du service de surveillance des moyens de paiement scripturaux. Vous avez probablement connu mes prédécesseurs, Alexandre Stervinou, Geoffroy Goffinet. Donc vous connaissez la fonction, la Banque de France dans le domaine des paiements, on la connaît surtout pour sa fonction de régulateur, surtout en ce moment avec la DSP2 où on prend un malin plaisir à traumatiser l'écosystème des paiements avec des sujets comme l'authentification forte et les API. Mais ce n'est pas ces fonctions-là qui va nous occuper ce matin, c'est celle de catalyseur, on va dire, du marché des paiements. La Banque de France a cette mission de veiller au bon développement du marché des paiements et de faire en sorte d'accompagner les évolutions de ce marché. Et ce, dans le cadre d'un travail qui avait commencé en 2014-2015, après la réussite du projet de migration au CEPA, où on a eu ces assises des paiements qui avaient été parrainées par les ministères de l'économie et des finances de l'époque, donc Michel Sapin et Emmanuel Macron, qui avaient mobilisé l'ensemble de l'écosystème des paiements pour réfléchir au coup d'après, à l'après-CEPA, et ce qu'on voulait pour le développement des paiements en France. C'est un exercice qui nous a conduit à mettre en œuvre une première stratégie qui avait été confiée à un comité national des paiements scripturaux, comité qui rassemble les acteurs à la fois de l'offre, donc notamment les acteurs tels qu'on a pu les voir sur scène juste avant, et puis ceux de la demande, donc les acteurs qui utilisent les moyens de paiement. On a François Sonens qui représente aujourd'hui la FTE à ce sujet et qui est vice-président du comité. On a aussi les administrations, les associations de consommateurs qui sont utilisateurs des moyens de paiement. Et donc tout ce petit monde réfléchit, travaille, prépare l'avenir des paiements. Et puis il s'est passé du temps depuis 2015. Et en 2019, il y a eu un choix du Comité national des paiements scripturaux de reprendre un temps, de faire une pause et de se poser la question qu'est-ce qu'on veut pour les paiements de détail à un horizon de 5 ans. Et donc c'est ce qui a donné naissance à une nouvelle stratégie, la stratégie nationale 2019-2024, que vous avez ici sous les yeux. On rappelle les 3 grands axes. Il y a beaucoup plus de choses à dire et la stratégie est publiée de façon intégrale sur le site du CNPS. Mais je vais vous la résumer en quelques lignes en essayant d'illustrer ce qu'elle apporte au quotidien pour les utilisateurs. Le premier volet de cette stratégie, c'est la poursuite des actions en faveur de la promotion des paiements électroniques et l'amélioration de tout ce qui est dématérialisation, sécurisation au service des utilisateurs. Bon, tout ça, c'est des grands mots, c'est ce qu'on avait déjà à l'origine dans la stratégie initiale. Mais derrière cela, on va en retrouver des choses qui sont très concrètes. Par exemple, la promotion du paiement sans contact. Là, le Covid a eu un effet accélérateur assez remarquable, mais c'était bien dans la feuille de route du comité de favoriser le développement du sans contact, de favoriser l'acceptation du paiement par carte.
Certes, le Covid a réglé le sujet puisqu'on a un certain nombre de commerçants qui se sont mis à vouloir à tout prix du paiement sans contact pour des raisons sanitaires. Mais au-delà de ça, les travaux ne sont pas finis. On sait qu'on a encore un certain nombre de professions qui aujourd'hui rechignent à accepter des moyens de paiement électroniques. Ça peut être de la carte, ça peut être du virement, mais aujourd'hui, il s'agit d'intensifier et de poursuivre cette recherche de solutions qui peuvent être utilisées dans différents cas d'usage en alternative aux espèces, mais surtout aux chèques, moyen de paiement qui a montré ses limites pendant la crise, puisque ça nous a posé un certain nombre de difficultés pour le traitement de ce moyen de paiement. Et surtout, c'est un moyen de paiement qui n'est ni moderne, qui n'est pas sécurisé, et donc pour lesquels il s'agit, via le CNPS, de proposer des alternatives aux utilisateurs. Alors naturellement, quand on parle de paiement électronique, il s'agit aussi de ce qu'on appelle consolider notre socle d'instruments SEPA. On a le petit dernier, le virement instantané, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, qui trouve sa place petit à petit dans les espaces de banque en ligne de certains établissements, et pour lequel la question qui se pose aujourd'hui, c'est de passer à la vitesse supérieure. C'est un moyen de paiement qui est porteur d'un certain nombre de grandes perspectives, non seulement pour le paiement entre particuliers, c'est là où il a commencé à trouver sa place, avec des offres comme Paylib entre amis, par exemple, mais aujourd'hui, c'est un moyen de paiement qui pourrait être utilisé pour les paiements, les remboursements d'assurance, pour les versements d'aide sociale, pour le paiement entre entreprises. Donc, on n'a pas aujourd'hui tous les instruments et toutes les offres de services qui permettent de valoriser ce nouveau mode de paiement. Et c'est quelque chose que le CNPS s'attache à réaliser en associant l'ensemble des parties prenantes au marché des paiements. Le deuxième axe, c'est un axe de poursuite en matière d'innovation et d'ouverture. L'innovation, c'est regarder loin vers l'avenir et se poser la question. On a des technologies émergentes aujourd'hui. On nous parle de 5G, d'Internet des objets, d'intelligence artificielle, d'identité numérique. Qu'est-ce que ces différentes briques peuvent apporter au fonctionnement du marché des paiements? Et donc, il s'agit d'abord de construire une démarche prospective avec les sachants, avec les fintechs, avec les spécialistes technologiques qui opèrent sur ces technologies, et de les amener à se transposer au domaine des paiements. Et puis, pousser l'innovation, c'est aussi ouvrir le monde des paiements. Aujourd'hui, ce n'est pas faire du paiement pour du paiement dans des relations, par exemple, de paiement traditionnel au point de vente. C'est d'apporter les technologies du paiement pour fluidifier d'autres écosystèmes. Le cas emblématique, c'est l'open payments. C'est quelque chose qui existe déjà dans un certain nombre de grandes villes, en Europe ou dans le monde. Si on va à Londres, à Milan, on a la possibilité de prendre les transports publics juste en passant sa carte de paiement sur les portiques. C'est un sujet sur lequel la France avait un certain retard, même si aujourd'hui on voit des grandes métropoles qui commencent à se lancer. Alors on a des petites villes qui ont déjà adopté l'open payment, ou des villes moyennes comme Dijon. On a des grandes villes qui ont lancé des appels d'offres. C'est le cas par exemple de Lyon, d'Aix-Marseille. La question qui se pose aujourd'hui pour le CNPS, c'est comment est-ce qu'on crée de la cohérence des expériences clients qui soient transposables d'une métropole à l'autre, et comment est-ce qu'on stimule cet appétit d'open payment dans les transports pour les métropoles qui n'ont pas encore franchi le cap. La première d'entre elles, la principale, c'est tout ce qui touche à l'Île-de-France, où on a quelques avancées timides, par exemple dans les navettes aéroportuaires, mais on est loin d'avoir un niveau d'open payment aussi étendu qu'on peut l'avoir à Londres. Donc ça, c'est le deuxième volet de la stratégie, décloisonner le monde des paiements et tirer le meilleur de l'innovation. Et puis le troisième axe, c'est nos enjeux de souveraineté européenne et d'approche européenne du secteur des paiements. On sait qu'on est un comité national, donc notre souhait, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice et de pouvoir contribuer aux réflexions qui sont conduites au niveau de l'eurosystème, au niveau de la Commission et au niveau d'instances mixtes de type ERPB ou EPC au niveau européen. Et donc, dans le cadre de cette stratégie, on a dressé le constat que la Commission a également dressé, c'est une dépendance du marché européen à un certain nombre d'acteurs extra-européens. C'est particulièrement flagrant dans le domaine de la carte. Dès qu'on veut payer d'un pays à l'autre, on n'est plus souverain, on est obligé de faire appel à des réseaux internationaux non européens. Et donc, la question de pouvoir apporter aux citoyens européens une solution de paiement nativement européenne pour les paiements du quotidien. On a vu se matérialiser dans l'écosystème des paiements des initiatives particulièrement ambitieuses, et notamment EPI. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'au
au niveau national, on peut mobiliser les acteurs pour faire en sorte que ce type d'initiative puisse aboutir. Enfin, pour porter de l'ambition, au niveau européen comme au niveau national, il y a des questions à se poser sur les instances de gouvernance, sur la façon dont nous interagissons avec le marché. Et c'est pour ça que ce cadre qu'on a aujourd'hui en France, qui associe un comité national des paiements et un observatoire de la sécurité des moyens de paiement, il faut qu'il vive, il faut qu'il s'adapte aux nouveaux sujets. On a parlé tout à l'heure dans le panel brièvement du sujet de monnaie digitale de banque centrale. C'est typiquement un sujet sur lequel, pour des raisons stratégiques et prospectives, il va falloir que le CNPS soit en capacité de mobiliser les acteurs de la place en fonction des sujets qui seront traités au niveau européen. Voilà, je m'arrête là sur cette présentation de la Oui, parce stratégie. que je te connais, on a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Juste une petite chose, il y a notre autre interlocuteur, François, qui en fait est en régie depuis longtemps, et comme on a démarré assez vite, résultat, on ne l'a pas affiché à l'écran. Donc bonjour François. Merci. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Merci, Julien. merci de te joindre à nous. Ce que je propose, c'est que je vais te poser une ou deux questions, et après on va revenir où on sera tous ensemble visibles à l'écran en mode panel, c'est plus sympa pour tout le monde. Tu connais de toute façon très bien le CSNP, donc moi j'ai une question toute simple pour toi. Je veux dire, à la limite que la Banque de France fasse plein de réunions sur le sujet des paiements, ça paraît tout à fait normal. Qu'Air France affecte du temps et de l'énergie à aller à plein de réunions sur le sujet du paiement, déjà on peut se poser la question, parce qu'on aime bien se bâcher, nous les Français, dire que ça fait beaucoup de réunionites. Donc en fait, tu en attends quoi? Et qu'est-ce que concrètement ça apporte pour toi à l'écosystème et à des sociétés comme Air France, ainsi que toutes celles que tu représentes avec la FTE? Bien sûr. Nous, on a une vision en tant que commerçant, en tant qu'entreprise, on a une vision très pragmatique de la réalité du terrain. Aujourd'hui, on a une réglementation qui est en place, la seconde directive sur les services de paiement, qui est pour nous une réelle opportunité de pouvoir embrasser les nouvelles technologies, de l'innovation, et de pouvoir s'appuyer sur tout ce qui concerne l'open banking pour pouvoir offrir des nouveaux services et des nouvelles expériences de paiement pour les clients. Donc ça, c'est le point qui est très important et c'est pour ça qu'on se fédère autour du CNPS grâce au Collège de la Demande. Et je tiens à le rappeler, le Collège de la Demande, c'est 15 associations et fédérations d'entreprises et de commerçants, mais également des associations de consommateurs, afin de justement pouvoir envisager le futur et contribuer efficacement aux travaux du CNPS. Je voulais juste préciser aussi que le rôle que l'on tient à la FTE et les principaux intervenants de la FTE sont tous des salariés d'entreprises, experts dans leur domaine et actifs au sein de trésorerie et qui réalisent les travaux de place donc de manière purement bénévole pour participer et contribuer et donner effectivement la contribution à la vie réelle de l'entreprise au sein de ces travaux de place. Alors, je voulais juste préciser également, Laurent, qu'au sein de la FTE, étant donné l'importance des sujets relatifs au SCT Inst, au Request to Pay, et bien évidemment à la problématique d'échec, nous nous sommes organisés au sein de la FTE en pôle d'activité et d'expertise sur cela, c'est-à-dire que par exemple, au titre du SCT Inst, c'est nos collègues de la trésorerie d'Alliance qui prennent le lead sur ce sujet et qui fédèrent des membres autour de ce sujet. Concernant le Request to Pay, donc c'est des alliances avec NJ. Si je peux me permettre de on a couper, deux personnes. François, Oui. si on remercie tous les gens qui ont participé au film, on n'aura pas fini à 11h. Non, Est-ce qu'on peut se je m'arrêtais concentrer là. plus? Non, mais je suis Voilà. sûr qu'ils sont tous formidables, et en plus c'est vrai, parce que sinon ça avancerait pas. Mais concrètement, qu'est-ce que cet organe, pour toi, dans lequel tu t'investis beaucoup, réalise pour nous? Quels sont les impacts qu'on peut en voir, nous, acteurs spécialistes de la chaîne du paiement? Ces dernières années, je ne dis pas forcément, je sais qu'il y a un Oui, mais communiqué de presse tous les 6 mois, il y en a la semaine prochaine, je ne demande pas des insider infos, mais globalement. Je vais pas refaire. Julien l'a dit, c'est un travail collégial, c'est-à-dire qu'entre la demande et l'offre, on doit trouver ensemble le meilleur compromis possible pour tous les acteurs. Il y a eu l'avènement de CEPA, il y a eu le sans contact qui a été déployé à 50 € là au printemps. Et là, très prochainement, on va tous travailler à pouvoir déployer les offres de Request to Pay d'Instant Payment. Et on y travaille très dur en ce moment, tous de façon collégiale. Voilà. Alors, justement, tu me disais en préparation, et tu le redis là, que tes chevaux de bataille à toi, ils seraient au nombre de 3, Open Banking, Request to Pay, paiement instantané, pour résumer ceux de l'actualité. Pour aller un peu sur les use cases,
pour un groupe comme Air France et puis pour les autres que tu peux représenter, une fois qu'on a dit ces gros mots, qu'on peut lire partout, concrètement, tu vois quoi comme use case vraiment important sur lequel il faudrait qu'on se concentre là prochainement? Bien sûr. Il faut deux types de use case, les instant payments à l'encaissement et les instant payments au décaissement. À l'encaissement, c'est effectivement pouvoir permettre jusqu'au dernier moment de pouvoir vendre, par exemple, des places sur un vol, sachant que les fraudeurs sont très actifs dans le domaine de la carte et que l'avantage du paiement irrévocable et avec tout le système d'authentification qui va avec permettrait de pouvoir avoir des opportunités de vente additionnelles. Et concernant effectivement le Inst à l'émission, c'est comme le disait Julien tout à l'heure, pouvoir indemniser dans le cadre d'une société d'assurance, indemniser ses assurés dans le cadre d'un sinistre, et ce, dans des délais qui aujourd'hui n'existent pas. Julien, est-ce que tu peux un petit peu plus nous en dire sur comment vous choisissez vos chantiers? Est-ce que vous vous auto-saisissez des chantiers sur lesquels vous souhaitez travailler par rapport aux développements nationaux, internationaux, à ce que vous voyez dans différents pays? Est-ce que c'est le gouvernement qui vous demande par lettre de mission de travailler sur un sujet A, B ou C? Est-ce que c'est la place qui vous remonte et donc très clairement François ou les représentants de l'offre qui vous disent non, ça c'est un sujet qui remonte du terrain? Voilà, comment ce comité se saisit de sujets à travailler et à approfondir? Alors, il y a une phase de diagnostic collectif. Et c'est ce qui se passe quand on définit une nouvelle stratégie. C'était les assises des paiements en 2015, c'était des travaux de groupe dédiés en 2018-2019, dans lesquels il s'agit vraiment que chaque participant du CNPS puisse apporter sa pierre à l'édifice en disant « pour moi, les chantiers d'avenir, c'est celui-ci, celui-ci ». Et donc ça, c'est ce qui nous permet de formaliser des stratégies fleuves. Donc, on fixe une stratégie pour 4-5 ans. Naturellement, le monde réel, c'est que... au bout de 6 mois, il se passe des choses. Monsieur Vacheron le disait tout à l'heure. Les paiements, on découvre ce que les impacts de la digitalisation trimestre après trimestre. Et donc, il faut que nos instances type CNPS soient en capacité de s'adapter. Et pour ça, on a deux possibilités. On a les inputs qui arrivent de l'Europe ou des pouvoirs publics français et qui, eux, sont des incontournables. On réfléchit à une évolution législative. On a des travaux de l'ERPB ou de l'EPC qui avancent sur le request to pay. Il faut qu'on prenne ça en compte dans notre feuille de route. Et donc, on a suffisamment de flexibilité dans le pilotage pour pouvoir rajouter ça à notre feuille de route. Et puis, on a les sollicitations qui peuvent émaner du marché, des attentes supplémentaires. Et là, le CNPS est organisé en 5 groupes permanents qui sont tous co-animés généralement par quelqu'un de l'offre et quelqu'un de la demande. Et généralement, c'est à ce niveau-là qu'on est capable d'injecter des actions supplémentaires, de pouvoir faire un focus sur une nouvelle préoccupation du moment et donc faire en sorte que la feuille de route des groupes de travail ne soit pas figée dans le marbre. C'est une gouvernance qui se veut souple. Le comité plénier, il se réunit que 2 fois par an. Il n'est pas saisi systématiquement dès lors qu'un groupe veut travailler sur un sujet en plus. Les groupes ont de l'autonomie, peuvent être force de proposition. Et nous, secrétariat du CNPS avec la Direction générale du Trésor, on veille simplement à ce que l'ensemble reste cohérent et qu'on mobilise les bons groupes sur les bons sujets. Parce que typiquement, on a un groupe sur la facturation électronique, un groupe qui travaille sur le virement instantané. Quand on parle RTP, on est forcément à cheval entre les deux. On a aussi un groupe européen, c'est aussi des travaux européens. Donc il s'agit de faire un petit peu la police et de dire on va traiter le sujet d'abord ici et on en verra les répercussions ici, là et là. Deux questions, et à chaque fois tu peux réagir François, hein, bien entendu. Est-ce que cette organisation, c'est assez agile dans le monde d'aujourd'hui, entre guillemets, on en parlait tout à l'heure, où le temps qu'on mette en place un instant de paiement, on se rend compte de questions qui pourtant ont été posées dès le début dans ce genre d'instance, c'est évidemment, il faut penser à la répudiation, il faut penser au virement européen, etc. Est-ce que c'est assez adapté au monde d'aujourd'hui où on va tellement vite, comme on l'a vu cet hiver, hein, pendant le confinement, où on est passé de 30 à 50 en 2 mois, alors qu'avant c'était des projets de 3 ans. Et deuxième question, est-ce que c'est assez intégré aux travaux européens? Puisque tout à l'heure, ce qui a été dit sur le plateau, c'est qu'il faut une volonté de stratégie européenne. Ce n'est pas nous en France où on va inventer et révolutionner le paiement mondial. C'est à plusieurs. Donc les deux questions, et les deux peuvent répondre, bien entendu. Alors, je laisserai François compléter. J'espère qu'il a la même appréciation que moi, mais on est connecté avec les travaux européens, oui, tout à fait, parce que en tant qu'institution, on a les relations privilégiées avec la BCE et la Commission, tout comme la Direction générale du Trésor, mais surtout parce qu'une grande partie des travaux de standardisation et d'évolution des standards CEPA qui nous intéressent sont conduits au niveau de l'ERPB et de l'EPC, dans lesquels la Banque de France est représentée, quand c'est l'ERPB, mais dans lesquels nos acteurs de marché sont aussi représentés. Ça vaut pour le RPB comme pour le PC, pour ce qui est de nos banques.
Et donc, globalement, les personnes qu'on a au niveau du CNPS sont aussi les sachants au niveau européen, ce qui facilite la circulation d'informations entre les deux niveaux. Après, est-ce que les structures sont suffisamment agiles ? C'est sur des sujets où il y a beaucoup d'innovation, on fait de notre mieux pour suivre le rythme, hein, ça il ne faut pas se le cacher. Ce que je note, c'est qu'on a des groupes qui ont des géométries variables et donc qui sont capables d'avoir des nouveaux participants en fonction des sujets. Le petit inconvénient que j'en vois en tant que secrétaire, c'est que moi j'ai des listes de diffusion qui s'allongent de mois en mois, d'année en année, et qu'à un moment on peut se poser la question de peut-on rallier des personnes ? Ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est d'avoir l'écosystème le mieux représenté, donc le plus large possible, mais en passant quand même des messages sur le fait que les groupes doivent rester de dimension manageable. Donc quand on commence à avoir 10 représentants pour une seule entité, c'est généralement qu'il y a eu une dérive. Ça marche en ce moment par l'effet Covid, on est en réunion à distance, donc on peut en mettre tant qu'on veut. Quand on reviendra au monde physique où les salles de réunion ont une capacité définie, il faudra faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Voilà. François ? Alors, François, comment tu réagis sur les oui, questions ? oui, Julien, concernant la partie effectivement ERPB, EPC, tout à fait d'accord, puisque ce sont des instances paritaires également où nos représentants sont là, bien sûr. Concernant le time to market ou l'agilité, juste un petit mot. Concernant le GT Demande, nous nous réunissons tous les mois et on a eu déjà le plaisir d'accueillir quelques sponsors de l'événement d'aujourd'hui lors de nos réunions mensuelles, afin de pouvoir nous présenter leurs propositions de valeur et leur vision stratégique du paiement, et des fintechs aussi. Et c'est là que je fais un appel aussi aux adhérents et aux membres de l'Axel qui souhaiteraient pouvoir partager avec nous, les membres de la demande, leur vision stratégique et leurs ambitions, parce qu'on cherche à se nourrir pour pouvoir aussi nourrir les travaux du CNPS. Donc on essaye de faire tout ce que l'on peut pour pouvoir, compte tenu effectivement de l'orchestration de ces travaux, de pouvoir contribuer le plus efficacement possible à ces travaux. Oui, j'en profite pour souligner un point. C'est vrai que très souvent, on voit des gens qui peuvent se plaindre ici à droite ou à gauche de « on ne m'a pas écouté », etc. Mais en fait, il faut aussi aller là où ça se passe. Alors des fois, on peut regretter le format. C'est vrai que je peux parfois moi-même trouver un peu empoulé certaines sessions où on est dans un monde où on fait tout beaucoup plus dynamiquement aujourd'hui. On se fait un Slack, on échange. Mais en même temps, c'est là que ça se passe. Il y a des gens importants qui travaillent sur ces sujets et vous faites partie des gens importants. Et donc, il faut lever la main. Et très souvent, je l'ai vu d'ailleurs, vous avez fait passer des appels tout au long de ces derniers mois. Et c'est vrai que des fois, les diffusions sont grandes pour demander est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous voulez contribuer, est-ce que vous voulez amener. Il faut répondre en fait. Sinon, après, on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été écouté si on n'a pas répondu aux appels du pied. Donc voilà, je vous pousse à aller sur le site du CNPS, à essayer de se renseigner sur tout ce que ça fait, CNSP, pardon. Quelques questions. Donc il n'y en a pas assez d'abord dans le flux, donc n'hésitez pas à en poser. C'est peut-être aussi parce qu'ils ne maîtrisent pas encore bien tout ce que vous faites. Moi, j'en ai une pour toi, François. On en a parlé en préparation. EPI, tu y crois ou tu n'y crois pas ? Oui. Parce que tu m'avais dit que tu irais un peu te chatter dans mon groupe de discussion. Là, je me suis senti tout seul. mais j'ai eu un grand moment de solitude. Mais là, sur scène, il faut que tu me répondes. Ce truc-là, oui, moi, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vécu. Il s'appelait Monette. Ça a donné plein de super réunions interbancaires, des superbes déjeuners au restaurant et puis plus rien. Donc, c'est quoi ton avis sur ce truc ? Alors, moi, mon avis sur ce truc, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, il me manque des éléments concernant le modèle économique et la gouvernance. Parce que je pense qu'il est important, effectivement, d'avoir un système de paiement innovant, européen, et on est tout à fait d'accord avec cela. C'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Ceci étant, il y a quelques éléments additionnels dont on a vraiment, et pas des moindres, donc ça va, j'imagine, coûter beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a 20 systèmes de clearing en Europe. Qu'est-ce que tout ça va coûter aux marchands ? Et surtout aussi, comment les marchands et les entreprises vont-elles être partie prenante à ce projet ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est, donc, je dirais, avec à la tête un certain nombre de banques issues de 5 pays européens. Mais comment nous, membres de la demande, allons pouvoir être entendus ? Parce que s'il y a une offre, il faut qu'il y ait une demande en face. J'imagine, toi, tu ne vas pas me dire j'y crois pas, tu vas avoir du mal avec ta position. Alors, nous, on y croit bien sûr parce que c'est peut-être une des dernières occasions qu'on a de repartir à l'assaut des questions de souveraineté dans le domaine des paiements. Et c'est le bon moment pour le faire parce qu'on a aujourd'hui ce virement instantané SEPA flambant neuf qui est aussi porteur de promesses en termes d'indépendance et aussi de modernité parce qu'on a quand même remis à neuf les rails d'échange des flux financiers entre
entre prestataires de services de paiement grâce au virement instantané. Maintenant, on a des points d'attention, effectivement. On sait qu'on a 16 établissements fondateurs, que la démarche est en train de se structurer. Donc, il s'agit vraiment d'avoir une société intérimaire, d'avoir des projets avec des chefs de projet qui conduisent un certain nombre de chantiers. Nous, on a des points d'attention très forts sur les chantiers d'ouverture. 5 communautés, ce n'est pas assez pour une solution pan-européenne, de façon évidente. 16 banques non plus, aussi grosses soient-elles. Et donc, la question qui va se poser, c'est d'aller à l'aventure, d'aller conquérir, convaincre d'abord de nouveaux marchés et de nouveaux acteurs. Parce qu'en France, on a un marché très particulier avec des grandes banques qui sont très fortes à la fois du côté de l'émission et de l'acquisition. Quand on va vers les pays en dehors de France, on tombe vite sur des marchés qui sont coupés en deux, avec les banques qui émettent d'un côté et des grands acquéreurs qui font l'acquisition de l'autre. Si on veut pouvoir implémenter des solutions EPI dans ces marchés-là, il nous faut les deux côtés du marché. Oui, mais là, tu soulignes le biais majeur. Enfin, en France, on a un système très biaisé. Enfin, tous nos de grands acteurs européens qui regardent à chaque fois la France, une fois qu'ils ont fini de soulever le capot, ils disent « je viens pas ». Parce qu'effectivement, quand tu es acquéreur-émetteur, c'est bien. Là, tu peux aller discuter avec Air France, avec tout le monde. De toute façon, à chaque fois, je te fais une remise sur mon émission et je te fourgue mon acquisition. Mais si tu n'es pas les deux, tu te dis, c'est pas possible, j'ai pas de modèle. Si je dois financer mon acquisition qu'avec mon acquisition et je ne fais pas d'issuing, je vais jouer dans une autre cour, j'ai perdu. Alors, j'appelle vraiment un service à ultra haute valeur ajoutée de niche. Donc, comment, alors que la France est un des gros acteurs du paiement, il va sans doute être un des gros acteurs d'EPI, comment on arrive à trouver une voie commune et comment on ne refait pas un Monette bis ou un machin qui va occuper des gens pendant 3 ans et pendant ce temps-là, d'autres pas européens vont prendre toute la place pendant que nous, on sera encore en train de discuter. François, tu peux réagir. Moi, je pense que c'est l'innovation qui va faire la différence. Il faut vraiment leverager sur la PSD2 et l'open banking pour pouvoir vraiment embarquer aussi les clients et les commerçants dans des expériences innovantes et digitales. Bien évidemment, sans oublier non plus l'inclusion, qui est quand même un sujet très important. Ouais. Moi, je rebondirais en disant les pays membres historiques donc d'EPI, les pays fondateurs, sont aussi ceux qui ont un système de paiement par carte domestique et qui ont quand même noté que ces systèmes domestiques comme carte bancaire en France sont une sorte de parapluie qui offre à leur marché intérieur un service de qualité à un coût généralement global inférieur à celui des schemes internationaux. Alors naturellement, c'est plus dur de convaincre sur ce sujet-là des pays qui n'ont plus de scheme domestique aujourd'hui et qui ont déjà fait le choix de fonctionner en Visa ou Mastercard principalement. La question, c'est de redonner du sens à cette démarche de souveraineté, non seulement pour des raisons géopolitiques. On a bien vu qu'on a eu quelques tensions avec nos alliés historiques américains, par exemple, ces dernières années, et que c'est des choses qui pourraient revenir. Mais aussi être en capacité d'apporter quelque chose de plus aux commerçants. Et donc, c'est là qu'EPI doit faire la démonstration du service supplémentaire qui sera apporté au côté demande, effectivement. Oui, je suis d'accord. Tu as cité à un moment, alors ce n'est pas exactement dans le sujet du comité national, mais la sécurité des paiements, c'est un sujet chaud du moment, hein, avec la mise en place des RTS, la pandémie a quand même retardé un certain nombre de choses, la mise en place des API aussi. Ta vision en quelques mots, Julien, parce qu'il y a eu quelques questions sur le sujet, et puis on en avait parlé en amont. Moi, ce que je note, c'est que la dynamique de migration, elle a bien été réenclenchée après le premier confinement. Et que les difficultés, c'est vrai pour le secteur du e-commerce par exemple, ou du commerce au sens large, ce deuxième confinement est certes impactant pour l'économie, mais finalement beaucoup moins traumatisant que n'avait été le premier, parce qu'on a de l'expérience, on a capitalisé là-dessus. Et ce que je note aujourd'hui, c'est que tant côté bancaire que côté commerçant, la dynamique de migration se poursuit. On a aujourd'hui, dans nos indicateurs de résultats, à peu près 70% des flux en valeur qui transitent dans 3D Secure et donc qui sont potentiellement conformes DSP2. On a côté équipement des porteurs, 100% des cartes qui sont enrôlées sur les ACS et donc qui sont atteignables 3D Secure. Et là où il reste un effort important à faire, c'est sur l'enrôlement de ces porteurs sur des vraies solutions d'authentification fortes. Aujourd'hui, on est au milieu du gué, on est à 50% à peu près. Et ce qu'on attend, c'est qu'effectivement, il y a un petit coup d'accélérateur, notamment de la part de certaines banques qui ont pris du retard. Aujourd'hui, le marché est vraiment coupé en deux. Il n'y a pas une banque qui a 50% d'équipement. Il y a soit des banques qui sont à 60-70%, soit des banques qui sont à 30, 20, voire moins. Et donc, comment on fait pour celle-là ? Pour celle-là,
Il y a une Alors, balise de secours, je sais pas, il y a une infirmerie, un truc. il y a le coup de pied aux fesses réglementaire avec le rappel à la loi de leur régulateur préféré, donc la Banque de France, voire la CPR. Euh, L'idée, c'est surtout de connaître les difficultés et de comprendre à quel moment ces établissements vont pouvoir revenir sur la trajectoire de place. On sait que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Enrôler des porteurs aujourd'hui pour faire du paiement sécurisé sur Internet, alors que le e-commerce est le seul canal auquel les particuliers ont accès, c'est un challenge, parce qu'il s'agit de ne pas perdre de consommateurs dans la nature, se retrouver avec des personnes qui seraient incapables de faire leurs achats. Donc, les banques sont très attentives à cela, nous le sommes également. Et donc, la question, c'est de jouer sur les marges de flexibilité qu'on s'est données. Et vous savez que nous, on a considéré que la période de bilan prévue par la BE au premier trimestre pouvait être mise à profit pour finir la migration. C'est une vision un petit peu extrapolée et ça grince un peu au niveau européen. Mais ça nous semble la seule façon d'assurer une migration ordonnée et de limiter la casse. Il nous reste 5 minutes, je vais les consacrer à 4 ou 5 questions qui sont arrivées. La première pour toi, Julien, l'essor du paiement instantané SCT Inst B2C ou B2B n'est-il pas freiné par la diversité des business models bancaires, prix hétérogènes, etc. Autrement dit, on sort d'un duopole, si on oublie les régimes locaux, où effectivement on avait des acteurs majeurs américains qui avaient leurs défauts, mais au moins il y avait une règle d'interchange et finalement ça faisait de l'argent au milieu à se partager pour faire des innovations, faire des services, etc. Et là, le virement, chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, je suis client de plein de banques. Il y en a où c'est payant, il y en a où c'est gratuit, il y en a où il y a un truc. Puis alors, ne parlons pas de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit besoin d'harmonisation sur ce sujet de business model pour passer à l'étape d'après ? Alors oui, de toute évidence, surtout quand on est sur du segment C2B, puisque là, il s'agit d'éviter que les commerçants se retrouvent face à une diversité de propositions des différentes banques de leurs clients. Il y a un besoin de concertation. Alors la solution, elle peut être apportée par des solutions comme EPI, qui effectivement, sur la base de règles communes, permettrait de faire de l'initiation de virement instantané de façon homogène avec des conditions similaires pour tous les clients. On a aussi des perspectives qui sont intéressantes, qui sont offertes par la DSP2 et par le service d'initiation de paiement, par lequel on pourrait là aussi envisager que les initiateurs de paiement puissent gérer l'initiation des opérations. Mais la question de la tarification à l'unité des flux est effectivement un problème aujourd'hui. C'est évident qu'un client ne va jamais aller payer pour pouvoir payer. Aujourd'hui, il paye pour avoir une carte, mais après, il a du paiement illimité, quasiment. Se dire qu'il va aller payer pour payer, ça, clairement, c'est quelque chose sur lequel le consommateur n'est pas prêt, ne fera jamais. Il préférera toujours utiliser son chéquier qui est gratuit que d'aller payer pour un service à l'unité. François, ton avis là-dessus, enfin, est-ce qu'on ne paye pas aussi un petit peu le péché inverse? C'est-à-dire qu'à force d'avoir tapé sur les schemes qui vous prenaient trop d'argent, maintenant on se retrouve avec d'autres solutions alternatives, mais à force de dire on veut du gratuit, il n'y a pas de modèle, quoi. Et quand il n'y a pas de modèle, personne ne gagne d'argent. Si je ne gagne pas d'argent, je ne t'offre pas de service. Non, mais je pense qu'effectivement, tu disais on tapait sur les schemes qui nous prenaient trop d'argent, mais moi, les alertes que je reçois aujourd'hui de la part des commerçants, des entreprises, c'est que les scheme fees n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, c'est une chose. Certes, l'interchange a été capé, mais les scheme fees augmentent. Donc, voilà. D'autre part, concernant les frais liés à l'initiation, enfin, à l'émission d'un paiement instantané, il est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays aussi, c'est gratuit et certaines banques appliquent des frais effectivement en France, certaines banques ne l'appliquent pas. Donc, je pense que naturellement, le marché va faire ce qu'il. Enfin, voilà, il va y avoir naturellement, je pense, quelque chose qui va se passer sur le marché, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la stratégie européenne de paiement de détail qui a été publiée par la Commission européenne, hein, donc, qui aussi fait référence à certains articles, enfin, certains éléments de gratuité en la matière. Et donc, je pense que c'est important. Et donc, moi, je pense que l'adoption et le SCT Inst, ça va venir tout naturellement là-dessus. Je suis très confiant, en tout cas. Il y a quelque chose qu'il faudrait faire pour aller plus vite ou pour l'instant, on est sur la bonne trajectoire pour toi? Moi, je pense qu'on ne va jamais assez vite, mais on peut aller plus vite, oui. Je vais faire une ou deux dernières questions. C'est un peu redondant à ce qu'on vient de dire, mais Johan Burkovic de Bridge nous demande est-ce que l'open banking avec l'initiation de virement pourrait faire émerger un système de paiement souverain et digitalisé? Deux mots qu'on aime bien, souverain, digitalisé. Parce que pour toi, ça peut remplacer à terme tout ce qui est justement paiement carte qui n'est ni souverain, alors qui est digitalisé, mais qui n'est pas très souverain pour l'instant. François, plutôt. Tu prends, Julien? Bon, je veux bien prendre. Oui, effectivement, je pense que ce qui est l'enjeu dans cela, c'est effectivement la standardisation. Alors, il y a Request to Pay qui va arriver là.
Mais effectivement, je pense que cet enjeu-là est vraiment primordial pour nous, commerçants, entreprises, de pouvoir faciliter aussi derrière la réconciliation des flux et le traitement des données, parce que c'est ça l'enjeu majeur quand on est commerçant, qu'on encaisse des règlements de nos clients, mais aussi quand on doit les rembourser et de les rembourser via le moyen de paiement initial. On va devoir conclure. Donc, Julien, un dernier mot sur cette question et je vous inviterai après à aller dans l'application, répondre à celle qui reste. Oui, Bien sûr. sur ce sujet de est-ce que l'initiation de paiement peut apporter de la solution de souveraineté? C'est une piste, effectivement. Il y a des travaux d'interconnexion, d'interopérabilité des solutions d'initiation qui ont été entreprises par l'Association européenne des TPP, le TPPA, qu'on regarde au niveau de l'Eurosystème. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, le risque avec l'initiation de paiement aujourd'hui, c'est que l'approche soit trop fragmentée et que le consommateur se retrouve confronté à une marque différente avec son propre fonctionnement, son propre logo, en fonction des sites marchands sur lesquels il se rend. Et donc, donne le sentiment vis-à-vis du consommateur qu'il doit multiplier le nombre de prestataires à utiliser pour initier des virements en B2C. Non, C2B. Peut-être qu'avec une touche d'harmonisation et d'interopérabilité, on arriverait à lever ce frein et faire en sorte que ces services-là soient plus utilisés. Je note quand même que c'est des solutions qui existent déjà dans l'Europe plus au nord. Et même si en France, on n'est pas forcément en avance sur l'initiation de paiement, c'est des solutions qui effectivement apportent satisfaction en termes de souveraineté, mais qui aujourd'hui peinent quand même à atteindre le niveau pan-européen. C'est là qu'une petite couche d'interopérabilité permettrait de franchir ce cap. Un grand merci à tous les deux.